Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode. J'en profite pour le faire ici car j'ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir avec le changement de coloris et le nom de mon logo, on va se retrouver dans le hors-série qui s'intitule Chez ça. Tout simplement, ça sera des épisodes entre moi et moi, en plus de ça chez moi, où j'aborderai différents sujets avec mon micro, toujours de façon détente. Et je vous cache pas qu'il y aura aussi vraiment tous les bruits liés à chez moi. Donc on est vraiment en immersion chez moi, tout simplement. Du coup, cet épisode et celui d'août seront sur l'analyse de presse, ou plutôt une lecture de presse. Je m'étais dit que ça serait intéressant de proposer cette idée dans le hors-série, car je fais généralement en fait de la veille dans le cadre de mon travail, qui me sert aussi pour le podcast, vu que je travaille dans l'habitat. Donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de partager un peu des articles sur lesquels je tombe, et des articles des fois qui sont un peu insolites, on va dire. Donc, on va y arriver. Là par contre, je suis en train de me rendre compte que je vais devoir parler toute seule. Donc, faut que je prépare de l'eau à côté de moi. Parce que, waouh, en fait, je dois parler vraiment toute seule. C'est comme ça que les gens font, en fait, quand ils font des podcasts tout seuls. Bon, bref, allons-y. On va commencer avec ce premier épisode qui va parler d'un article qui s'intitule L'homme qui ne voulait plus quitter son hôtel. C'est un article qui est issu du site Courrier International, sorti le 10 novembre 2024 et qui a été écrit par Matthew Haig. C'est un journaliste qui écrit principalement sur l'immobilier commercial, tout ce qui est le coût de la vie des magasins, l'avenir des immeubles de bureaux, etc., etc. Faut pas oublier les usages, c'est toujours important de présenter les sources. Donc là, l'article, pour contextualiser, que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Michael Barreto, qui pour le prix d'une seule nuitée de $100, donc environ 180 euros, il faut bien faire la conversion, il a séjourné pendant 5 ans au New Yorker Hotel en plein cœur de Manhattan. Et il risque actuellement la prison. On va commencer. Alors, Michael Barreto s'est rendu en juin 2018 à cet hôtel et a obtenu la chambre 2565. C'est important de préciser le numéro. Et il l'a eu pour une nuit à 180 euros. Donc normalement, le lendemain, tu libères à 12 heures, bon parfois 11 heures dans certains hôtels. Lui, il est resté 5 ans. Donc là, l'article nous explique comment est-ce qu'il a obtenu le droit d'habiter cette chambre, puis l'a perdu. Et il le présente aussi un peu comme un homme, en fait, qui est quand même lucide, mais qui est parfois instable. Donc pour situer, le New Yorker Hotel a été construit en 1930 et c'était à cette époque le plus grand hôtel de la ville, mais aussi le deuxième plus grand au monde avec ses 41 étages. Donc j'ai regardé quand même un peu sur Wikipédia et j'ai trouvé une liste des 27 plus grands hôtels et il en fait clairement plus partie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la folie des grandeurs fait qu'on construit toujours de plus en plus haut et qu'on densifie de plus en plus, clairement. Premier élément hyper important à retenir, c'est qu'en 1976, l'hôtel est acheté par Sun Myung Moon, un homme qui s'autoproclame Messie. Me demandez pas pourquoi, ça c'est sûrement un autre podcast. Donc dans cet hôtel, il crée le siège de son organisation qui s'appelle l'Église de l'Unification. Barreto vit dans cet hôtel, dans une chambre avec son conjoint. Attention, c'est pas une suite, hein. Elle fait 19 mètres carrés. Et en plus de ça, j'ai arrondi. Donc pour visualiser, les lits occupent la majeure partie de l'espace. Le plancher est recouvert d'un tapis, bordeaux et or. Il y a une penderie minuscule, une télé de 42 pouces. Et en plus, il a en accès gratuit la chaîne HBO. Donc comment vous dire qu'en plus, on était dans l'époque on était dans l'époque de Game of Thrones, 2018. Ouais, franchement, il a pu se faire les 7 saisons. Et en plus, il a même pu regarder la huitième saison. Clairement. Bon, après, c'était pas la meilleure, mais bon, voilà. Donc, le point de départ, c'est que cette nuit-là, son conjoint lui dit avoir pris connaissance d'un règlement relatif au logement abordable qui s'appliquait à certains hôtels de New York. Donc, ils font leurs recherches sur Internet, tac, 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 et ils tombent sur une section pas trop connue de ce document, comme quoi il faut toujours lire les petites lignes, de, excusez-moi mon anglais, Rent Stabilization Law, qui a été adoptée en 1969. Et cette loi, elle institue en fait un système de régulation des loyers partout dans la ville, mais aussi dans une série de chambres d'hôtels de grands établissements construits avant cette date, qui pouvaient être loués. Donc là, l'article, clairement, l'article de Matthew Haig, il a écrit la loi stipule, mais désolé, je ne reprendrai pas cette formulation, je dirais plutôt que la loi dit qu'un client peut devenir résident permanent en demandant que l'hôtel lui consente un bail à un tarif préférentiel et que tout client devenu résident peut profiter des services offerts par l'établissement. Donc, services de chambre, salle de sport, etc. Donc, en fait, ça devient un peu une sorte d'appartement, mais avec un coût modéré. Coût modéré, exactement.
Donc vous savez, en temps normal, vous découvrez ce type d'information, vous vous dites « Ah d'accord », mais ça va pas plus loin. Genre là, c'est pas le cas de Michael Barreto. Donc lui, le lendemain matin, à 7h pétantes, parce que ouais, c'est précisé, il va à la réception, il remet une lettre pour le gérant de l'hôtel et il demande un bail de 6 mois. Le gérant de l'hôtel descend et lui dit que c'est pas possible. Et puis en vrai, vous êtes dans l'exercice de votre fonction, là, de votre métier, et vous vous dites, il y a quelqu'un qui vient avec ce type de demande, bah il veut quoi en fait? Est-ce qu'il est sérieux? Donc là, le gérant de l'hôtel, la journée passe et il se rend compte que il se rend compte que le couple ne libère pas la chambre. Donc il appelle les employés pour les mettre dehors. Donc là, très sérieusement, Michael Barreto, il part au tribunal du logement et il intente une action en justice contre l'hôtel. Donc il sort une déclaration sous serment avec des lois, etc. Vous savez ce moment où vous avez un refus d'un magasin ou d'une institution et vous vous dites, je sais que c'est pas vrai. Genre, pas que c'est, genre ils disent pas la vérité, mais vous savez que vous pouvez trouver un moyen d'avoir raison. Donc là, vous commencez à chercher toutes les lignes, etc., qui existent, vos droits, etc. Bah lui, en fait, il a littéralement fait ça. Donc là, on est le 22 juin. Et il a une audience, du coup, le 10 juillet. Je reprends de l'eau, pardon. Oula. Donc, le 10 juillet, il a une audience. Donc, le représentant de l'hôtel n'est pas là pour contester. Donc, qu'est-ce qui se passe? Michael Barreto gagne. Et le tribunal ordonne à l'hôtel de restaurer Barreto et de lui donner en plus une clé. Donc, maintenant, on se pose la question de est-ce qu'il est locataire ou propriétaire? Et là, ça devient assez drôle. Comme l'ordonnance mentionne ni le bail, ni une durée et pas de loyer à devoir, il appelle le tribunal pour qu'on lui explique bien et il a comme réponse « Vous n'êtes pas locataire, vous êtes propriétaire ». La folie. Lui, il se dit « Bah d'accord, si je suis propriétaire, il faut que je le déclare quelque part ». Donc lui et son conjoint, ils vont au département des finances pour enregistrer la propriété, parce que c'est de ça en fait dont il s'agit. Comme c'est une chambre d'hôtel, ça n'apparaît pas comme un lot, mais ça fait partie d'une entité. Le type, bah, il a enregistré l'hôtel. En vrai de vrai. Il l'a fait 6 fois et il s'est vu refuser la demande. Donc à ce moment-là, les propriétaires, donc les descendants de Song Myo-moon, parce que à ce moment-là, bah, il était déjà mort. J'ai lu qu'il était mort en 2012, si je me rappelle bien. Les propriétaires, ils intentent une action en justice pour expulser le couple, qui arrive toujours avec son conjoint, mais ça reste impossible parce que en fait, l'avocat de l'hôtel, il n'arrive pas à produire des documents pour réfuter la section du règlement, qui dit que l'hôtel ne serait peut-être pas vraiment concerné, etc. Donc là, Michael Barreto, il repart au département pour la 7e fois. Moi, j'aurais lâché l'affaire, hein, mais déjà, j'aurais même pas tenté. Donc, comment ça, tu deviens propriétaire d'un hôtel et tu trouves ça logique? Genre, vraiment. Bref. Donc là, il va la 7e fois et il obtient le titre de propriété de l'hôtel. Et ce changement est enregistré dans ce qu'on appelle un système automatisé d'information du registre municipal qui comprend en fait tous les documents relatifs à chaque bien immobilier. De là, il commençait à se comporter comme le propriétaire des lieux. Faites vider cet étage, doit faire une inspection. Il est parti voir aussi un restaurant. Vous savez, des fois, vous avez un restaurant dans l'hôtel. Bah, en fait, lui, il est parti voir les propriétaires du restaurant pour leur dire de payer leur loyer à la chambre. Enfin, genre à sa chambre, quoi. C'était un peu devenu n'importe quoi. De là, l'avocat de l'hôtel, il va devant le tribunal et il demande une ordonnance pour empêcher Barreto de se présenter comme propriétaire et qu'il n'a jamais rien vu d'aussi scandaleux, ce qui est totalement normal. Donc là, il est dit dans l'article qu'il n'est pas rare que des employés municipaux surchargés de travail acceptent des demandes d'enregistrement en supposant qu'elles sont légitimes. Et là, il y a un avocat qui a souvent représenté des gens qui se sont fait voler leur titre de propriété, qui dit qu'il est même choqué de la facilité avec laquelle Barreto a obtenu le transfert à son nom et que le département des finances a battu un record d'inattention, sachant qu'on parle d'un hôtel à Manhattan, quoi. Et on parle pas d'un motel. Et encore même un motel, en fait, enfin, pas logique, pas logique. Donc de là, le juge dit que le type de propriété est une contrefaçon, que c'est une erreur judiciaire qui est mise en fait du coup sur le dos du citoyen, donc de Michael Barreto. Michael Barreto perd le titre de propriété, mais il perd pas le statut de résident permanent. Donc il vit toujours à l'hôtel, dans sa fameuse chambre. Il se passe 2 choses. Michael Barreto, qui est sans emploi, en fait, il développe une obsession pour la généalogie et il se dit avoir des liens de parenté. Attendez, avec qui? Christophe Colomb. Pourquoi pas?
Deuxième chose, c'est qu'il commence à se renseigner sur les origines de l'Église. Et il se dit préoccupé par leur agissement et que c'est la raison qui l'incite à rester ici. Bref, ok. Donc au final, Barreto, il se retrouve dans deux procédures judiciaires assez similaires, hein, on n'a pas plus de détails, qu'il gagne en plus de ça. Il obtient le droit à un bail à loyer stabilisé pour la chambre et les services, mais le gars, en fait, il refuse l'offre, car pour lui, en fait, l'hôtel, au départ, lui a fait une proposition de loyer qui était supérieure au loyer légal. Donc le gars, en plus de ça, grave bien renseigné, tu peux même pas l'entuber, enfin bref, voilà quoi. Là, l'hôtel, il lui a fait plein d'offres, mais vraiment énormément d'offres. Et à chaque fois, il a refusé car il a dit qu'il était trop concentré sur les activités de l'église. Là, on arrive sur la fin de l'histoire. En 2023, le propriétaire de l'hôtel gagne devant le tribunal en évoquant que Barreto a refusé les offres. En juillet, ce dernier se fait expulser. En septembre, il revient car il avait fait une demande de titre et il a réobtenu le titre de propriété de la part du département. Franchement, à mourir de rire. Là, l'hôtel, il se dit, bon, on est en train de perdre de l'argent, faut qu'on se manie. L'hôtel, là, avec son avocat, ils partent au tribunal et ils demandent à condamner Barreto, tout simplement. Et là, ils le condamnent pour outrage à la justice, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, quoi. Donc Barreto, il revient pas dans l'hôtel, ils vivent, enfin. Mais on apprend qu'en février 2024, il avait retrouvé, en fait, depuis un appartement dans l'Upper West Side. Et là, la police, un bon matin, avant le lever du soleil, est venue le choper chez lui, toujours avec son conjoint, pour l'assigner à comparaître. Donc à ce moment-là, ils lui mettent 24 chefs d'accusation et 14 chefs de faute grave. Et s'il est reconnu coupable, il partira en prison. De là, dans tout ça, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas trop parlé de son conjoint, parce qu'en même temps, on ne sait pas plus de choses que ça de son conjoint. En fait, il faut savoir que comme ils ont considéré qu'il n'a rien fait d'autre que de rester à l'hôtel pendant les 5 ans avec Barreto, il n'a été ni inculpé, ni accusé de crime. Vous voulez la morale de l'histoire? Je vais vous la donner. Faites attention à la personne avec qui vous sortez. Vraiment. Parce que là, en fait, c'est une grosse blague. Le conjoint, il donne l'idée, mais en plus de ça, il l'accompagne dans toutes les démarches. Et en plus de ça, il ne le raisonne même pas, alors qu'il y a des procédures, du coup, qui se font avec l'hôtel. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave à ce stade-là. Non, du tout. En fait, le gars, il a juste mangé et dormi à l'œil. Mais bon, ça, c'est un autre podcast. Là, je vais vous donner la vraie morale de l'histoire. La vraie morale de l'histoire, franchement, c'est prenez le temps de vous renseigner sur votre bail ou sur tout document par rapport à ce qu'il contient, on va dire. En fait, il y a toujours des moments comme ça dans notre vie où on va signer un document pour quelque chose d'assez important. Prenez le temps, vraiment prenez le document, allez le lire chez vous, prenez le temps parce que en fait ça peut jouer en votre défaveur ou en votre faveur et c'est pas toujours plaisant quand vous vous retrouvez dans une certaine situation où vous vous dites bon j'aurais dû lire les lignes ou j'aurais dû savoir qu'il y avait ça dans tel document et voilà la panique fait un peu qu'on se retrouve un peu dans des situations compliquées, on sait pas trop comment on regarde les documents, comment les comprendre, etc. Et là, en plus de ça, petite expérience personnelle, enfin, il s'est rien passé de particulier, mais moi, je me rappelle, j'avais lu ça sur Internet, parce que c'était la fois où moi, j'avais fait mon assurance habitation, donc la toute première fois pour mon premier appartement, et j'étais allée à la banque, et je me rappelle, le conseiller, il avait fait un... C'est pareil, c'est une technique, mais en fait, il m'avait posé la feuille devant les yeux et il m'avait dit, donc vous allez devoir signer ce document. Et en fait, il agitait la feuille, mais tellement rapidement devant moi que bah, j'étais prise de panique, on va dire pas de panique, mais j'étais pressée. J'étais en mode, bon, vas-y, il faut vite que je signe, j'ai l'impression de déranger, etc. En vrai, vous dérangez jamais les gens. Enfin, je veux dire, c'est leur travail, donc en soi, enfin, je veux dire, c'est aussi eux qui vont vous expliquer, etc. Donc, en fait, même vous, en fait, vous n'êtes pas sachant. Donc, prenez le temps. Là, bah, maintenant, c'est dématérialisé. Vous pouvez le faire en ligne. Donc, prenez le temps quand même de lire, enfin, de moduler en plus bien votre assurance habitation pour savoir ce que vous mettez dedans. Et de toujours être aussi un peu aux aguets sur les petites lignes, quoi. Parce que bon, là, moi, c'est ce que j'avais lu sur Internet, c'est que le fait d'agiter assez rapidement la feuille, c'était une technique pour faire en sorte que les gens, ils partent assez rapidement, enfin, qu'ils signent assez rapidement plutôt. Donc voilà quoi, genre il faudrait que je retrouve ça, genre c'était vraiment une anecdote que j'avais trouvée quelque part mais je sais plus où. Mais bref, je le relirai. Donc ça c'était vraiment la vraie morale de l'histoire, c'est que c'est important de toujours lire les petites lignes et c'est vraiment pour vous, pour au moins aussi pour vous protéger parce que aussi des fois ça vous renseigne aussi sur vos droits, des fois en tant qu'acheteur, en tant que vendeur ou que ce soit ou en tant que loueur.
ou en tant que logeur, enfin bref, vous avez compris. Bref, en tout cas, je suis trop contente de vous avoir partagé cet article. J'espère que vous avez apprécié. C'est le premier de l'été et le premier, et il y en aura juste un dernier. Donc voilà, j'espère que vous passez aussi un bon été et moi, je vous souhaite un bon été. Enfin, c'est tout. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire de plus en fait? Non, c'était tout. Passez un bon été et moi, je vous dis bye.